Bonjour, nous sommes le 26 novembre, il est un peu plus de 16 heures et vous voyez je suis dans un endroit inhabituel, légèrement improbable, mais vous voyez là derrière mon épaule, il y a des indices, il y a des ciseaux, il y a un peigne, il y a des petites traces de pattes de chien. Nous sommes chez Emmanuel, la toiletteuse de mon Goliath. Et alors, le Goliath est dans une position particulièrement périlleuse. Vous êtes prêts? Parce que ça va être un choc. Hein. Voilà. Voilà un rat. Un gros rat. Regardez ça. Vous n'avez jamais vu Goliath comme ça quand il est mouillé. Et alors, il tremble et il a une sainte horreur de ça. Bon, on va... Voilà, il a fini son petit bain. On va, il rouspète un peu, il tremble de froid, on va le sécher, vous allez suivre l'opération dans sa totalité, en tout cas non, parce qu'il y en a pour 1 heure, ici c'est une vidéo de moins d'une demi-heure, mais vous allez voir quelque chose que vous n'avez jamais vu et que vous ne verrez probablement jamais plus parce que je ne compte pas tourner toutes mes vidéos ici, en plus je lui ai demandé la permission, on a coupé la radio qui est la distraction de l'experte, etc. Tout ça n'est pas anodin. Mais enfin, voilà, je me suis dit, voilà, c'est l'occasion. Pourquoi pas? Parce que comme ça, on respecte notre règle stricte de faire des vidéos animal free, vu que tout ça est une pure création vous savez, des progrès qu'on a fait dans c'est pas un hologramme, hein. Il se secoue, on est tous aspergés. Oui, c'est une vidéo à risque aussi ici, parce que voilà, il se passe les risques du toilettage. Et donc, voilà, vous aurez de temps en temps des petits flashbacks sur Goliath. Regardez, il a déjà meilleure mine, hein. Oh oui, le poutou. Oh oui, oh mon Goliath, oh là là, que c'est horrible, hein, ça, les bains, il a une sainte horreur de ça. Bon, alors, on a du boulot, donc il faut qu'on avance. Ne nous dispersons pas. Et je suis ici dans l'opus 3, sur le café, qui devrait être le dernier quand même. Il y a pas mal de choses à dire. Pourquoi? Parce que je vous avais déjà commencé, Goliath, cette comparaison entre les deux grandes espèces de café, qu'on peut dire variétés, mais ce sont en fait des espèces différentes. Je vous avais fait une petite introduction, si vous vous souvenez, à la fin de l'opus 2, il y a 2 semaines. Vous pouvez réécouter ça, cette fin-là, si vous voulez, parce que je ne vais pas reprendre tout. Bon, là, on est passé au séchage. On va juste rappeler très brièvement, donc, Coffea arabica, qui est l'espèce qui donne le café dit arabica, et Coffea canephora, qui donne le robusta. Donc là, c'est pas le nom de l'espèce n'est pas le nom du café. Okay. Et alors, si vous vous souvenez, dans la dernière vidéo, c'est assez extraordinaire, j'avais inventé une toute nouvelle variété de café qui est l'arabusta. Et alors là, j'en ai pris, j'ai fait un lapsus, et là, j'en ai pris plein la figure. Vous voyez, j'ai plein d'internautes qui me disent, Docteur Mouton, ça va avec l'arabusta, vous tenez le coup et ça. Bon, ok. Donc, arabica et robusta, je promets de ne plus fauter. Alors, allons-y. L'arabica, je crois déjà vous avoir dit que donc Coffea arabica est l'espèce végétale, l'arbuste. Hein, ce sont des arbustes qui, à l'état sauvage, font plus de 6 mètres, mais on les taille, hein, on les ramène à 3 mètres pour la récolte, pour faciliter la récolte. Ce sera à peu près la même chose avec le robusta, sauf que là, c'est des arbustes qui poussent jusqu'à 10 mètres, mais là aussi, on les taille pour que ce soit plus accessible. Bon, voilà, ça, c'est les techniques de culture. Mais c'est assez fascinant, ce sont quand même des arbustes très différents, avec des grains très différents, et qui ont des biotopes totalement, je dirais quasiment opposés. Et alors, on pourrait peut-être commencer par vous donner un truc pour reconnaître aux grains. Je sais qu'il y en a pas mal parmi vous qui aiment bien acheter des grains, qui
qui les travaille, je dirais, 100% vous-même, hein, plutôt que d'acheter du café moulu ou des capsules, etc. Bon, ben, très bien, chacun fait comme il veut, aussi avec le temps dont il dispose. Hein, ça, c'est pas toujours évidemment possible. Il y a aussi des coûts. Mais n'empêche que si vous voyez quand même les grains de votre café et que vous pouvez déjà dire si c'est Arabica ou Robusta, c'est déjà pas mal. Donc les grains d'Arabica sont plus petits et le sillon central est en S. Tandis que le Robusta, ce sont des sillons droits et le grain est quand même sensiblement plus grand. Dans les deux cas, par cerise de café sur le caféier. Hein, donc dans chaque cerise, on appellera des cerises parce que c'est rouge. Quand c'est mûr, il y a chaque fois 2 grains. Donc sillon en S, petit grain Arabica, sillon droit, grand grain Robusta. Alors, l'Arabica est plus léger, moins de caféine, entre 0,8 et 1,5 %, disons 1%, hein, on va faire simple, mais très aromatique. Très aromatique. Donc, en général, moi personnellement, je préfère pour les arômes, pour la finesse, et alors les arômes vont dépendre du sol. Voilà, ici dans mon article de référence, on parle d'une palette de saveurs particulièrement riche en fonction du territoire sur lequel il a été cultivé, avec toute une gamme de nutriments différents en fonction du territoire. Alors les territoires, il y en a dans différentes parties du monde. Je vous avais dit la fois dernière que l'Arabica était originaire des hauts plateaux, donc des régions d'altitude en Éthiopie. Hein, donc forcément, vous trouvez toujours aujourd'hui de l'Arabica en Éthiopie, mais les sources principales dans le monde, ce n'est pas l'Afrique, c'est surtout quand même l'Amérique du Sud, Brésil, Colombie, gros producteurs, et Amérique centrale, Mexique, Guatemala et Salvador. Et puis alors, donc, l'Éthiopie, je vous l'ai dit. Et puis, il y a quand même aussi de l'Arabica en Asie, tout comme il y a du Robusta en Asie. Vous voyez, l'Asie, il y a un peu les deux. Voilà que j'ai éternué. Ça manquait à la collection. Vous voyez, il se passe toujours quelque chose d'imprévu et généralement d'un peu embarrassant. Alors, petit flashback sur Goliath, parce que vous voyez qu'il il commence à sécher. Donc il commence un peu à se calmer, oui. Il est déjà à moitié sec, peut-être à tiers sec si on peut dire, et nous verrons la suite un peu plus loin. Et donc en Asie, pour l'Arabica, on en trouve en Inde, en Indonésie et en Papouasie. Figurez-vous que je me rends compte que la Papouasie... je ne savais pas, moi, qu'on trouvait du café en Papouasie. Alors, tant qu'on y est, passons tout de suite au Robusta pour comparer les régions. Hein. Donc, le Robusta, on trouve assez bien en Asie aussi, notamment de nouveau l'Indonésie, de nouveau l'Inde, mais aussi le Vietnam. Et alors, comme le Robusta, à l'origine, vient du Congo, comme je vous avais dit la fois dernière. Donc là, ce sont des basses altitudes, ce sont des régions beaucoup plus chaudes, ils tolèrent beaucoup plus le soleil, alors que l'Arabica, il faut de l'ombre, il faut donc des arbres cultivés à proximité qui donnent de l'ombre, de plus grands arbres qui donnent de l'ombre aux caféiers, c'est beaucoup plus délicat. Le Robusta, pas du tout, ça supporte des chaleurs, et alors ça a une croissance rapide. Et c'est un café beaucoup plus riche en caféine. Hein. C'est un café qui peut atteindre 3% de caféine, donc c'est plus du double, 2 à 3 fois plus que l'Arabica. C'est pour ça que le Robusta est utilisé pour faire le fameux espresso italien de base, qui est puissant, très riche en caféine, fort, des cafés très forts,
beaucoup de mousse, ce qui plaît bien pour les espressos, et amer. Donc moins de goût, mais vous savez, pour vous réveiller le matin, un espresso base de Robusta, c'est pas mal aussi. Donc moi, j'aime bien un peu les deux. Ça dépend un peu des circonstances, du moment. Je crois que le premier café de la journée, pour moi, ça peut être un Robusta. L'Arabica domine, c'est 70-70% de la production mondiale, et le Robusta, ce n'est que 30%. Alors, beaucoup de grandes marques font des assemblages. Vous pouvez faire des assemblages, un peu comme avec les vins, si vous voulez. Et alors, moi, ma proposition, plutôt que de vous enfiler des cafés sucrés et pleins de lait, des lattés, ce qui est une monstruosité par définition et qui, évidemment, ruine tous les beaux projets de jeûne intermittent et de stabilisation de la glycémie, ce que je vous propose, c'est plutôt de justement rechercher ces sensations plus délicates et je sais pas, si vous devenez capable d'identifier l'origine d'un café, vous dire non. Donc dégustation à l'aveugle, dire ça c'est un Arabica, parce que vous reconnaissez le style, oui. Ça c'est quand même pas mal, plutôt que d'écrabouiller tout ça sous un immonde lait, voire lait végétal, ou alors de noyer le tout sous une pluie de sucre. C'est pas le truc. En plus, le café doit vous enseigner à accepter, à tolérer, à même jouir de l'amertume de la boisson. Il c'est amer. Oui, wow, justement, très bien. Et c'est pour ça que c'est plein de... ça correspond à la richesse en antioxydants. En général, les antioxydants sont amers. Je suis désolé. C'est quoi ce monde de sucre-là? Vous vivez dans l'univers Haribo ou quoi? Je veux dire, moi, ça me choque, cette espèce de nécessité de se mettre en bouche des trucs sucrés et non amers. Mais ça va pas la tête. Non, ça va pas. Ceux qui me persistent et signent là-dedans. Ah non, docteur Mouton, moi, vous savez, moi non, un café, si je ne peux pas mettre du sucre dedans, c'est pas possible. Alors, il n'y a pas grand-chose de possible. Surtout pas une recherche proactive de bonne santé. Alors, justement, je pense qu'on a suffisamment parlé de ces deux grands types de café. Et alors, j'ai d'autres choses pour vous, qui est une continuation. Je ne sais même pas si je vais pouvoir couvrir les cytochromes P450 1A2 que je voulais inclure dans cette vidéo, parce que je continue. Alors, tenez-vous bien, asseyez-vous, accrochez-vous au bastingage. Je continue à recevoir des masses soit de critiques, soit de doutes, soit d'inquiétudes sur les prétendus méfaits du café. Alors, je commence. Voilà, mais c'est pas des emails malveillants, mais par contre, l'accueil, lui, n'est pas extrêmement jovial de mon côté. Que pensez-vous du café et estomac? Rien. Je veux dire, je sais pas. Oui, le café, quand on le boit, il passe par l'estomac. Moi, c'est tout ce que je pense. Certains, j'entends beaucoup. Ça va être sympa de ne pas entendre le séchoir, mais bon, si vous voulez, on est là où vous allez entendre les ciseaux maintenant, ou la tondeuse. On est là dans le vrai. On n'est pas dans du fake ici. C'est pas un vrai animal. Bon, vous savez, tout ça, c'est des images de synthèse, mais par contre, c'est des vrais ciseaux et un vrai séchoir et une vraie tondeuse. On va pas le tondre à ras, on fait quelque chose de joli. Vous allez voir le résultat final jusqu'à quand on termine, même s'il ne sera pas encore tout à fait peaufiné. Et donc, j'entends beaucoup de praticiens, notamment surtout naturopathes, qui ont tendance à proscrire le café par rapport aux problèmes d'estomac. Bon. Moi, je sais pas. Je découvre. Ça sort d'où? Quel est le rapport?
alors, que des gens buvant de café aient mal à l'estomac, c'est possible. Mais moi, je me dirais plutôt que c'est l'estomac qui a un problème plutôt que le café, si vous voulez savoir mon opinion. Et alors, je retrouve plus, parce que c'était pas dans les dernières vidéos, c'est sur une vidéo plus ancienne. Bon, bref, je l'ai pas retrouvé, parce que ici, je peux vous montrer, hein, je n'invente rien, j'imprime, je surligne, comme ça, vous voyez bien, c'est pas enfin, on est vraiment là dans les réactions des internautes qui sont intéressantes, que je dois prendre en compte, et je vous en fais part, notamment dans certaines vidéos, en tout cas en partie. Une autre intervention, donc je ne sais pas vous montrer, mais je me souviens très bien. Voilà, c'est encore une pauvre dame qui avait un problème terrible d'estomac avec le café, mais elle me disait qu'elle en prenait beaucoup, donc elle n'a pas précisé ce qui était beaucoup. Est-ce que c'est 3 tasses ou 17 tasses? J'en sais rien. Bon, il est évident qu'il y a un moment donné où l'exagération peut apporter effectivement des problèmes. Je ne suis pas pour l'exagération, je l'ai déjà dit. 3 tasses, maximum 4. Bon, après, c'est peut-être un peu gâcher la marchandise. Et évidemment, ne pas prendre de café pour les personnes hypersensibles. On en a parlé dans l'opus 1 de cette série café. Mais alors, cette dame, ce qui discrédite un peu son lien entre café et douleur d'estomac, elle m'a dit, alors je suis passée à la chicorée et ça a été pareil. Bon, donc, si son estomac part en vrille sur le café, qu'on blâme le café, d'accord. Mais s'il part en vrille aussi cet estomac, ce foutu estomac sur de la chicorée, où il n'y a évidemment pas de caféine et qui n'a rien à voir avec le café à part que c'est une boisson chaude, je dis, mêlons-nous un peu de l'estomac et arrêtons de voir le café comme la source de tous les maux. Et je crois qu'il y a quand même une espèce de population, de thérapeutes, de naturopathes probablement surtout, peut-être d'autres professions paramédicales, voire des médecins, qui ont développé une espèce de phobie, d'obsession des méfaits du café. Et alors, je vais vous montrer quelque chose ici d'assez frappant, 2 choses frappantes, je crois que c'est ça qu'on va encore faire aujourd'hui, on n'aura pas le temps de faire beaucoup plus. J'ai un internaute qui intervient assez régulièrement, qui est un très bon sportif, un triathlète, qui me fait un post, bon, je dois l'avoir là quelque part, qu'en est-il de café et excès d'acide urique, hyperuricémie, pour utiliser le terme médical, et la goutte. En sous-entendant, mais sans l'exprimer, donc c'est un post bienveillant, hein, je ne lui en veux pas, je comprends, mais je pense qu'il souffre de ces problèmes-là. Et à mon avis, on a dû lui dire « Ah, surtout pas de café. Oh là là, non, tu as de la goutte, tu as cette pathologie qu'on appelle la goutte, due à des cristaux d'acide urique qui font très mal aux articulations, notamment le gros orteil, etc. Vous connaissez ça. Et alors, les sportifs, ils peuvent avoir des tendinites, des douleurs de genoux, de chevilles, etc. De poignets de coude, enfin, souvent dans les membres et surtout aux extrémités des membres. Et donc, c'est un vrai problème, mais quel est là encore le rôle du café là-dedans? Vous savez, l'estomac, les articulations, la goutte, bon, ça commence à bien faire. Et alors, visiblement, il y a une espèce de rumeur encore qui court sur l'effet nocif du café en cas de goutte. Alors là, j'en ai eu marre, encore plus marre que la fois dernière, vous avez vu que j'étais déjà pas mal énervé. Et donc, j'ai fait une recherche Internet. Il ne m'a pas fallu longtemps, ok? J'ai trouvé cet article dans une revue Open Rheumatology, article très récent, 6 juin 2022. Voilà, j'ai imprimé l'article complet qui fait 6 pages. Il y a 16 références. Ce sont des auteurs japonais, donc université japonaise. Bon, il n'y a pas de conflit d'intérêts, etc. Bon, un bon article. Et alors, bon, je n'ai pas besoin de passer des heures. Le titre de l'article, il est là, il vous le dit. La consommation de café réduit le risque de goutte, indépendamment même des taux d'acide urique dans le sérum. Donc, même si le taux d'acide urique dans le sérum
n'est pas élevé, parce qu'il y a des gens qui ont la goutte avec relativement peu d'acide urique. Et puis d'autres qui ont énormément d'acide urique, et forcément, tôt ou tard, ils développent des problèmes de goutte. Mais pas la corrélation biologique avec le taux sanguin d'acide urique n'est pas très fiable. Ce qui est intéressant d'ailleurs. Donc il y a d'autres paramètres, il y a des paramètres articulaires, d'inflammation articulaire qui jouent aussi. Et peut-être des choses qu'à la limite on ne comprend pas nécessairement à 100%. Mais donc le café, je suis désolé, donc la conclusion de l'article, parce que là vous avez vu le titre, la conclusion c'est la consommation de café peut réduire de manière causale les risques de goutte, tant chez ceux qui ont trop d'acide urique que chez ceux qui n'ont pas cet excès d'acide urique. Donc c'est exactement le contraire de cette rumeur que des naturopathes, j'ai envie de dire mal intentionnés, ou alors je sais pas moi, c'est quoi cette espèce de phobie de cette rumeur qui font courir. Donc c'est exactement la même chose que ce que je vous ai dit la fois dernière avec l'arthrose. Rebelote. Donc, qu'on arrête ces fake news. Bon alors, encore rien vu. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Alors, je retrouve mes... Ah oui, ben non, voilà. Donc, toujours sur l'acide urique, voilà. Ça, c'était le post. J'ai caché le pseudo. Il en est quoi au niveau acide urique et crise de goutte, donc en commentaire de mon opus 2 sur le café. Vous voyez, donc, bon, c'était prudent plutôt que de m'attaquer en disant que c'était la cause, mais il y avait un point d'interrogation, je vous ai répondu. C'est pas que c'est neutre, c'est que c'est favorable. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, gardons notre calme. Alors, il me semble que ici, je passe à mon dernier sujet. Alors là, ça c'est la cerise sur le gâteau ici. Hein. Oh, enfin non, je mange le gâteau, c'est pas ça. Enfin, bref, c'est le couronnement de l'histoire. Et c'est un livre écrit par un médecin, vous savez quoi, par esprit charitable, je vais taire son nom. On va l'appeler Docteur C, son nom commence par C. Bon, c'est un livre qui ne date probablement pas d'hier, hein, parce que, voilà, visiblement, c'est un livre sur le diabète. J'ai pas vu la couverture du livre, j'ai pas le titre du livre et je veux pas la voir, pour des raisons qui vont vous paraître assez évidentes. Mais c'est visiblement tout un tas de conseils pour ne pas développer le diabète ou pour soigner le diabète ou le prédiabète. Bon, très bien, l'intention est bonne. Je vois d'ailleurs que le paragraphe suivant, ça a trait au tabac. Bon, c'est pas moi qui vais vous défendre le tabac, hein, même si la nicotine a certaines propriétés intéressantes. Fumer, le tabac, non merci. Ne pas mélanger tabac, café et chocolat. La vidéo sur le chocolat, elle arrive. Ce sera votre cadeau de Noël. Et d'ici là, il va falloir que je prépare ça, parce que c'est quand même complexe, il va falloir que je travaille sérieusement avant de vous la shooter. Et donc, ce livre, visiblement, fait une espèce de procès injuste à la caféine et nous dit que la consommation... c'est une référence scientifique en bonne et due forme qui date de 2005, ça ne date pas d'hier, et qui traite de ça dans le cadre du diabète, et qui effectivement, donc là, il y a une référence scientifique. Mais vous allez voir que la référence scientifique dit que l'ingestion de café est associée avec une diminution de l'incorporation du glucose dans les cellules. Donc une consommation de glucose diminuer s'il y a eu ingestion préalable de café par rapport au cas contraire. Bon, ça c'est ce qui est dans l'article. C'est une constatation. Mais c'est intéressant, c'est une pièce du puzzle. Voilà, et les chercheurs, bon, très bien, on se dit, tiens, ok. Donc on a une diminution de glucose. Mais on voit tout de suite que ce médecin qui poursuit un objectif, donc il y a un biais, si vous voulez, c'est pas une représentation
honnête ou allez, il y a un mot que je ne trouve pas, c'est sous influence négative parce que, alors que ce n'est pas dans l'article, parce que j'ai bien regardé l'article, que je vous montre pas, la consommation de caféine, dit le médecin dans son livre, est liée à une baisse importante de l'assimilation du glucose. Le mot important, c'est lui qui le met. Le graphique qu'on a dans l'article, c'est pas important. Donc, vous voyez, c'est pas objectif, c'est vachement subjectif. Et alors, plus loin dans ses commentaires du graphique, il nous dit la consommation de glucose est bien plus basse dans les essais avec la caféine. L'auteur ne dit pas ça, il dit qu'elle est plus basse, mais lui il dit qu'elle est bien plus basse, elle est beaucoup plus basse, c'est vraiment de la merde ce café. Bon, ok, on va aller voir. Et là, je passe sur l'ordinateur, parce qu'il nous reste 2 minutes. Café et risque réduit de diabète de type 2. Donc ça, c'est un article... mince, où est-ce qu'elle est la date de ce truc, je ne la vois pas, mais bon, c'est un article relativement récent. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas la date. J'ai fait un copier-coller parce que j'ai surligné des choses. Je viens de faire ça ici dans la voiture en venant. C'était pas moi qui conduisais. Et faculté de médecine, université de Düsseldorf. Ok, bon, article de qualité, allemand. Et donc, ici, on nous affirme que le café diminue le risque de diabète de type 2. Donc, excusez-moi, on s'en fout que la consommation de glucose, quand on ingère du café, ça rentre moins bien dans les cellules. C'est d'ailleurs pas là que ça se passe. Hein. Ici, il donne tous les éléments pour une relation causale, et c'est très impressionnant. Okay. Bon, d'abord, toutes les études épidémiologiques nous confirment que la consommation de café, statistiquement parlant, épidémiologiquement parlant, est liée à un risque moindre de diabète de type 2. Il peut y avoir des biais de recrutement, peut-être, je ne sais pas moi, mais c'est tellement fréquent la consommation de café que ça élimine les biais. En plus, il est dit ici qu'on a des études humaines, des études animales, dans différentes parties du monde, pas de différence entre les sexes, pas de différence entre les gros et les maigres, pas de différence entre les vieux et les jeunes, pas de différence entre les fumeurs et les non-fumeurs. Quoi qu'on regarde, on a toujours une diminution du risque de diabète de type 2, partout, chez tout le monde. Ah! Ce n'est pas lié à l'action du café sur les taux de glucose et d'insuline ou sur la résistance à l'insuline. Donc, ce livre, cette étude qui a été isolée de son contexte ou qui donne une idée très fragmentaire, n'est pas intéressante. C'est pas comme ça que le café agit pour nous protéger du diabète. Et l'étude suggère l'inverse. Oui, mais ça va pas ça. Vous voyez, il faut être honnête dans ces recommandations. Il faut pas poursuivre une espèce d'objectif anti-café et nier les évidences. Ici, on a des évidences. Et visiblement, l'action du café, c'est plutôt sur le foie, où il y a moins d'oxydation, moins de stéatose, donc moins de risque diminue le risque de développer un foie gras. Donc c'est anti-foie gras, le café. Je vais vous faire une vidéo d'ailleurs sur le foie gras. Et puis alors, visiblement, le café protège la fonction mitochondriale des cellules bêta du pancréas et donc, au contraire, améliore l'action de l'insuline et pas l'inverse comme ce livre un peu dérangeant le suggérait. Donc, les bénéfices du café, ce n'est pas du tout sur le plan métabolique, c'est plus sur le plan hépatique et pancréatique, avec de manière indéniable un bénéfice sur le risque de développer la résistance à l'insuline et in fine le diabète. Alors, ça vous parle ici dans l'article, je n'ai plus le temps de vous montrer trop de détails, de la voie des sirtuines, de la voie du NRF2. Il y a des listes très intéressantes, très complètes, très sophistiquées sur mon site internet que vous pouvez télécharger
en anglais, mais bon, c'est une liste d'antioxydants et d'aliments qui activent ces voies-là. Ce sont des voies qui sont centrales au phénomène même de l'hormèse et qui donc vont vous donner des bénéfices tous azimuts. Ça a un très très grand spectre d'action et en gros, ça stimule les défenses et les réparations cellulaires. Donc, le café, bon, allez, acceptons quand même que c'est quelque chose de très bon pour la santé. Ce qui est encore meilleur pour la santé, visiblement, c'est ce genre d'animal. Ben, évidemment, ici, c'est une image de synthèse, hein, mais ce genre d'animal qui maintenant est bien sec, on lui nettoie les oreilles, et on va lui couper les ongles, le toilettage est en bonne voie, et donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo un peu originale, et je vous donne rendez-vous à Noël pour le chocolat. On parlera du foie gras, on parlera de plein de trucs, mais aujourd'hui on a déjà assez parlé, et je vous laisse à vendredi, 19h30.